Aujourd'hui, on fait face à une dure réalité. On a trop de combats à mener. Si l'Algérie vient s'ajouter sur la liste, je ne dis pas qu'on va perdre. Je ne dis pas qu'on va souffrir dans tout combat. Même si vous gagnez forcément à un moment donné, vous devez faire les décomptes des personnes que vous avez perdues, le matériel que vous avez perdu. Dans toutes les guerres, ça existe. Donc, on n'est pas les, on ne sera pas les premiers. Mais j'avais demandé à nos autorités de fermer la porte du Mali aux autorités algériennes. On ne nous a pas écoutés, même il n'y a pas encore longtemps. Parce que ce que nous, nos autorités, à un moment donné, n'ont pas compris, le petit observateur que je suis, j'ai dit, ça m'a fait mal de voir que nous partageons certaines informations avec l'Algérie. La dernière visite des autorités militaires algériennes, de quoi ils ont parlé? La communication, la transmission du message. On les a vus ici, hein? Leur thème les a présentés. Moi, je n'inventais rien. Allez-y, leur thème les a présentés. Ils sont venus. Ce jour-là, mon cœur a saigné, j'ai regardé. J'ai eu les larmes aux yeux. Je n'ai même pas fait un débat là-dessus. Je laissé passer. J'ai dit, j'espère que nos autorités savent ce qu'il faut. C'est tout ce que j'ai dit au fond de mon cœur. Je n'ai pas parlé, j'ai pas fait d'analyse. Parce que quand vous interpellez vos autorités de faire très attention à un certain nombre de dirigeants et que ces autorités-là permettent encore à ces fameux dirigeants de venir, ils connaissent mal l'Algérie. Au nom de Dieu, on connaît mal l'Algérie. Si on sait, je ne dis pas que je connais tout, mais si nos autorités ont une idée de ce que l'Algérie veut faire, ils vont regretter toutes les fois qu'ils ont reçu les autorités algériennes ici au Mali à Bamako. Voilà ça, ce que nous sommes en train de vivre. Alors, comment vous allez comprendre qu'ils étaient venus par rapport au partage de l'information? À peine quelques mois, ils sont partis. Regardez l'attaque complexe qui s'est déroulée. Est-ce qu'on peut nous dire ici que le Mali n'a pas été trahi? Le Mali a été trahi par l'Algérie. Vous n'avez qu'à écouter le communiqué de l'état-major pour vous rendre compte que les terroristes ont été très informés et ils ont mis en place une stratégie pour encercler les femmes et causer beaucoup de... Mais comment ils sont arrivés à cette technique-là? Comment ils sont arrivés à cette stratégie? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on partage nos informations avec l'Algérie? On doit se poser la question. Alors, si on dit de fermer la porte à l'Algérie, on va dire, ah, tu sais, quand quelqu'un dit, ben, il y a faux, wallahi, ni Mali madata tout algérien, à Kololo, à Choubo, à Binatien, à Manchester, parce qu'à Dabla di Bekelade. Moi, en Algérie, qu'Algérie 2, c'est non, y'a pas de là. Mais ben sous dopé, à Flémy, tout en Algérie, il y a forêt. À Kacheni sans qu'il habita sans flocon. Il y a faux, anga nyemoko ibuka kala kama uku mafa Algérie là ou Algérie mai Algérie te mo jeno Mali Algérie de me Algérie ka keleke mais Algérie de farla Mali jugu ka terroriste la do ka begel kala la do Mali kono albi amo to ko jamana kele ko kana Mali kono tu kabe mame le fo no mo yi faraba ka sira dama ka do ka so ko ka ni fara deseli la o tigila mo to no bena si ka so ko ka be abe le fo no anya du fo ka kana ke bon comme des chèques marqués tao anti gouvernement mo yo andala ka alhamdulillah modola be modola ko ay to be réseau mo ni billahi tallahi men kalini masato men kalini ar kulone di fedore billahi ni mi farati chèque marqué dala kala ni alachi ani mi sai wesi ani mi sa kunare do dala anti ala yo ala fedore dama anti warju ala fedore dama ala fedore kani ala mage warju ako yes subhanallah juma ibi sira ni ba do ni ala ma fendi ba ni te fendo e bode fo de be femru na tola ka fo alonia be ni bolo nya kala ke bola rojma ali warju tai ala ba fo ni
mai ala ba fiye chugori oyi family de ala be mani mo ala kuma chugo ka chawo abe hakili diva abe mani hakili abe hakili blasra okoro takala bina sigita ka kuma ni na fo mo ni fiye parce que do e baga nalo mari diko ko ala be kuma chugo de jo ala be kuma ni hakili de atulo be kuma kala oyi mo ni fiye kuma kale mais ala be kuma ni hakili de abi soni mkeri ba fo la ko ala e fe fo ni ya no iba do ala de ayirelo ima ta koloni filio ima bele filio ima dugukolo teo ima ko terabo wa ima okeo esigi ni be fanyali koloni filata yi o yo tafo manga makala be ha kele damne la Algérie te mo jenyo e kumna na manfrati Algérie la ani sege balade ani kele balade ani chesiri balade mo fo bitu men yoroni fo bangona kala wallahi billahi na manfrati Algérie la mais ala deli nga do fili kono mais ala deli me siramu yi akana koyi na manfrati Algérie la wallahi ma be afoli be gela be no bade mo fo re. Alors vous savez, je vais reprendre cette petite partie en français. Quand vous dites que Dieu vous inspire ou Dieu vous parle, les novices, les égarés, les pervers pensent que Dieu va venir s'asseoir comme un être humain et puis vous parler. C'est pas comme ça se passe. Dieu, il a un seul moyen privilégié pour parler aux humains à travers l'esprit. Il vous éclaire, il vous guide, il vous avertit. Il y a un pasteur burkinabé, j'oublie un peu son nom, qui a parlé de choses là, la tentative d'assassinat, pardon. Je suis tellement énervé contre l'Algérie. Il y a un prophète burkinabé qui a parlé de la tentative d'assassinat de Donald Trump. Il dit qu'il a parlé ça et sa fille qui est aux États-Unis. Et je crois, la même nuit ou le lendemain, il y a eu la tentative d'assassinat. Il dit, je ne suis pas prophète, mais Dieu m'a fait le don de voir les choses et de prévenir. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ce monsieur. Dieu fait ce don à qui il veut. Vous n'avez pas besoin d'avoir des doctorats en théologie, Dieu s'en fout. Même le petit ménageux, le balai de rue, Dieu peut l'inspirer, Dieu peut lui parler. J'ai toujours dit, Dieu parle à tout le monde. Il suffit tout simplement de prêter une oreille attentive. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre quand Dieu nous parle? Parce qu'on est sous l'influence du diable. Comment ça, Keïta? Le diable passe son temps à préoccuper l'esprit de l'homme sur les choses éphémères de ce monde. Je répète. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à entendre quand Dieu parle? Dieu parle par l'esprit. Le diable, le futé, le malin, le rusé, qui a aussi un esprit, mais l'esprit malin. Voilà pourquoi Dieu l'appelle l'esprit malin. Il s'évertue à occuper l'esprit de l'homme sur les choses éphémères de ce monde, de sorte que on n'arrive pas à entendre cette voix de la sagesse de l'esprit de Dieu quand il nous parle. Parce qu'on est préoccupé à multiplier les milliards si on en a, à multiplier les millions si on en a, ou à devenir millionnaire si on n'en a pas. Et cette préoccupation fait que on est concentré sur les choses de ce monde. Je vais être le premier à l'école, la première en classe, je vais avoir mon bac, je vais avoir mon ceci. On est tellement concentré sur ces choses-là. Voilà la maison que je veux construire, la voiture que je veux, la femme que je veux, le mari que je veux, la chaussure que je veux, la robe que je veux, la voiture que je veux, les lunettes que je veux, c'est ça, je veux. Le diable est content, il dit, ah, c'est bien ça. Allez, il faut toujours, pendant que tu es focalisé sur ça, quand Dieu t'appelle, mon fils, tu n'entends pas, parce que ton esprit est déjà calé sur quelque chose. Très peu arrive à laisser Dieu. Alors, cette réalité, c'est quoi? Je vais vous expliquer.
Merci à toi, Wa, ravissante et charmante. Merci infiniment. Et n'oubliez pas, je vous en prie, pour vous abonner sur ma page, Cheikh Oumar Keïta. Évidemment, j'ai aussi une nouvelle à vous annoncer. Très bientôt, je suis en pourparlers avec un promoteur qui est intéressé pour qu'on puisse travailler ensemble sur, évidemment, c'est la communication comme toujours. Alors, quand on va finir, vous serez informés parce que je vais développer plus sur Sahel Media. Donc, par rapport à Sahel Media, donc, évidemment, je vais vous tenir informé du processus d'évolution. Okay. Quand on aura fini de tout boucler, vous serez informé, Inch'Allah. Alors, vous savez, l'Algérie. Après la reconquête de Kidal, le débat de la MINUSMA, l'armée française, Eurocap Sahel, l'Algérie a envoyé une mission en Russie. J'avais eu écho que les Algériens n'étaient pas contents à la Russie, mais je ne savais pas que c'était arrivé à un point aussi avancé. Mais comme l'Algérie a du mal à connaître qui est Vladimir Poutine, là aussi l'Algérie a péché par bêtise. Ils ont dit à Vladimir Poutine qu'il doit faire un choix entre le Mali et l'Algérie. Que Poutine ne peut pas continuer à équiper le Mali ainsi. Parce que l'Algérie conçoit mal qu'à ses portes, qu'il y ait un voisin qui soit militairement équipé au même titre que l'Algérie, sinon plus que l'Algérie. Et l'Algérie a du mal à accepter cela. Le fait que la Russie est en train de développer un certain nombre de projets économiques, des projets de développement, construction de centrales nucléaires, ce n'est pas tout. Probable mise en place d'une compagnie aérienne pour le Sahel, développer le transport ferroviaire entre les trois États, et bien d'autres projets que les trois pays ensemble peuvent financer. Et l'Algérie a dit cela de la pire manière parce que tellement énervée, elle n'a pas su se retenir, elle a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû dire. Et moi personnellement, j'ai pris le temps de lire. Ça, c'était avant l'attaque des terroristes. J'ai pris le temps de lire. L'Algérie dit à la Russie que la Russie, c'est pas la première fois, je crois que c'est la troisième fois où l'Algérie interpelle la Russie qu'il faut que la Russie arrête d'équiper tant le Mali. Alors, Poutine n'est pas du genre à faire du chantage ou des menaces. Pour la simple raison que l'Algérie dit qu'en Afrique, elle est la première puissance militaire qui achète plus d'armement avec la Russie. Oui, jusqu'à une certaine époque, c'était vrai. Mais les trois pays réunis dépensent plus que l'Algérie elle seule. Ça, c'est un premier point. Et à cause du Mali aujourd'hui et des performances dans le Sahel, la Russie est en train de gagner plus
américain n'a jamais gagné avec l'Algérie. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont commencé à demander à la Russie de les équiper. C'est pourquoi la Russie ne souhaite pas et ne veut pas qu'un pays se compare au Mali. Alors si l'Algérie était peut-être un peu intelligente, elle allait comprendre que lorsque l'Union européenne a décidé d'imposer plus de 21 000 sanctions à la Russie, fermer le marché européen à la Russie, cela n'a pas empêché la Russie d'être aujourd'hui la première puissance économique dynamique. Attention, comprenez bien le français, parce que quand on dit économie dynamique, avec une première puissance économique, c'est pas la même chose. Ok, souvent les gens mélangent tout, ouais, c'est pas la même chose. Ok, même on parle beaucoup de la Chine, mais c'est pas vrai. La première puissance avec performance économique, c'est la Russie aujourd'hui dans le monde, même pas les États-Unis. Mais vous n'avez qu'à écouter les Américains, leur campagne, pour vous rendre compte que les Américains ont perdu la première place il y a longtemps. Vous n'avez qu'à écouter la campagne américaine pour vous rendre compte. Vous n'avez pas besoin de Keïta pour ça. Vous pouvez me détester, vous pouvez me dire je suis menteur, et je m'en fous éperdument que vous me dites que je suis menteur ou pas. Mais la réalité est que si vous allez écouter ce qui se passe, parce que là aussi, pour confondre Keïta, pour être d'accord, ne pas être d'accord avec Keïta quand il parle, allez vous informer dans ce pays-là, parce qu'il y a des presses qui parlent. Vous n'avez qu'à aller écouter. Moi, je ne veux pas là-bas prendre pour venir vous donner. Mais j'ai moi ma façon à moi, comme je l'ai dit toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'inspire. Je suis pas Chris Yapi, je n'ai pas de formateurs de gauche à droite. J'ai un seul informateur, Allah, c'est tout. Je n'ai pas deux. Maintenant, je vous dis, allez, si vous voulez savoir, si vous pensez que j'ai dit faux, allez là-bas. Parce que vous ne verrez pour le moment aucun média, aucun magazine dire que la Russie est la première. Parce que ce serait grave. Il faut maintenir la rhétorique du narratif selon lequel ils sont toujours les premiers dans tout. Même si c'est faux. Il faut maintenir ce narratif qui est mensonger. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, comment vous allez savoir que le narratif est faux? C'est quand vous écoutez les opérateurs économiques, les investisseurs, quand vous écoutez les ressortissants, quand vous écoutez ce qui se passe dans le pays, c'est là que vous vous rendez compte que, attendez, mais ce narratif-là tient plus. C'est là que vous vous rendez compte qu'ils mentent, mais ils refusent de reconnaître la vérité. Alors, je le redis. L'Algérie, si elle était un peu intelligente, elle aurait dû se dire qu'un pays qui supporte 21 000 sanctions et qui arrive à être une économie la plus performante au monde, la plus dynamique, alors l'Algérie devait réfléchir par deux fois avant de dire qu'elle va menacer la Russie d'aller acheter ailleurs. Elle peut le faire, mais on s'en fout éperdument. Alors, pour comprendre pourquoi l'Algérie restera une menace permanente, je vais développer d'abord comment fonctionne l'Algérie. L'Algérie vend des illusions. La plus grande dictature de l'Afrique maghrébine, de l'Afrique arabe, la plus grande dictature, c'était pas la Tunisie, c'était pas Moubarak en Égypte, c'est l'Algérie à la date d'aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer un peu. Les autorités, le président algérien, en réalité, il ne détient pas le pouvoir. Je répète. Le président algérien, en réalité, ne détient aucun pouvoir. Le véritable président de l'Algérie, c'est le chef d'état-major des forces armées algériennes. Keïta, c'est quoi ça encore? Tiens, c'est grave. Si vous écoutez, vous direz soit il a menti, soit attention à ce qu'il dit là, alors cherchez pour voir si ce qu'il n'y a pas de vérité dedans. C'est tout ce que je vous demande. Ne me croyez pas. D'ailleurs, j'ai toujours dit que personne ne me croit. C'est Dieu seul à qui nous devons apporter notre croyance, pas un être humain. On peut être d'accord ou ne pas d'accord. Mais je ne suis pas une divinité pour qu'on me croie. Parce que je n'ai aucun pouvoir.
si ce n'est Dieu lui-même. Le véritable pouvoir, ce n'est pas le président algérien, encore le premier ministre ou n'importe qui. Le véritable pouvoir en Algérie, c'est l'armée. L'armée algérienne est l'une des armées les plus riches au monde. L'armée algérienne a un quota sur toutes les productions pétrolières et gazières de l'Algérie. Et les plus riches en termes de milliards ou de millions, ce sont les officiers supérieurs de l'armée algérienne. Ce sont les plus riches et les intouchables. Qui que vous soyez, magistrat, peu importe, président, peu importe, vous ne pourrez jamais toucher. L'armée algérienne est une véritable mafia qui décide ce que doit être l'Algérie. Le président vient avec sa politique, mais cette politique n'est pas applicable sur l'armée algérienne. L'armée algérienne a été structurée et a infiltré tous les secteurs de l'activité économique de l'Algérie. Les militaires sont dans les médias. Vous avez bien compris. Les militaires sont dans l'import-export. Les militaires sont dans l'industrie. Les militaires sont dans tous les secteurs d'activité économique de l'Algérie. Les militaires sont dedans. Donc, si vous prenez une décision qui n'est pas acceptable, le temps de vous rendre compte, vous avez déjà sauté de votre fauteuil. L'Algérie est verrouillée. Verrouillée par l'armée. Et personne ne peut dire autre chose. L'armée algérienne est au-dessus de la constitution algérienne. L'armée algérienne est au-dessus du président algérien. Allez dire ça partout où vous voulez et dites que Keïta met n'importe quelle personne au monde au défi de venir prouver que ce qu'il a dit est faux. Si vous avez le temps des analyses, allez en Algérie et allez vous informer. Si j'ai dit vrai ou faux. Le véritable pouvoir en Algérie, c'est l'armée. C'est pas le président. Le président, ce n'est que la façade. C'est comme la Birmanie. Vous croyez que les Birmans, ils sont en train de copier sur qui? La Birmanie est en train de copier sur l'Algérie. La Birmanie. Sur l'Algérie. Alors, ces officiers de l'armée algérienne qui sont les véritables détenteurs du pouvoir algérien, les véritables détenteurs de la souveraineté algérienne, souveraineté économique, politique, diplomatique, sécuritaire, ils n'ont jamais accepté que le Mali devienne un pays libre et indépendant. Vous croyez que qui a soutenu la DGSE? Oh, ça c'est nouveau. Un seul comme d'écouter le Coran partout. Ah, d'accord. Je suis assis, j'ai fait direct. Ma télé se met sur, m'envoie un message pour dire qu'il faut écouter le Coran. Dieu est fort, ça s'est jamais fait. Alors que j'ai éteint la télé. La commande, je l'ai même pas. Ça s'est allumé tout seul. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est bon. Croyez en Dieu, je vous en prie. Alors, comment pensez-vous que le passage des terroristes de la Libye au Mali s'est opéré? Je me rappelle, il y a des journalistes algériens qui ont dénoncé le double jeu de l'armée. Certains ont été liquidés, certains ont disparu, et d'autres on leur a dit où tu te tais, où tu disparais. En Algérie, il n'y a pas la liberté de la presse. Tu n'es pas garçon en Algérie pour critiquer l'Algérie et puis rester en Algérie. Il n'y en a pas. Alors, moi, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Parce que souvent aussi, il y a des choses quand ça se passe. On est tellement énervé que quand on veut parler souvent, il y a des choses, on dit, les autorités vont se passer. Donc, ils sont obligés vraiment de parler doucement, 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 pour que les autorités comprennent. Parce que là, je suis très remonté, quoi. Bon, là, Dieu vient de me faire bénédiction. Il dit, les meilleurs récités du monde de nouvelles voix en vous tendent. Ok, je vais me connecter. Ça, c'est comme ça. Le Coran Pro, ok.
Je n'ai pas téléchargé, mais c'est sorti sur ma télé. C'est compliqué dans mon studio encore. Dieu, non, Dieu est fort, c'est pas vrai. Alors, vous savez, ce sont les militaires. J'ai parlé des journalistes. Deuxièmement, il y a des politiciens algériens qui ont dit à l'époque que ce que vous êtes en train de faire, laisser ces terroristes-là venir déstabiliser le Sahel, ça va se répercuter contre l'Algérie. Arrêtez. Ces politiciens-là, certains ont été arrêtés, certains ont été liquidés. C'est l'Algérie. Le pouvoir algérien, le président à l'époque, n'est pas celui qui a permis aux terroristes de descendre au Mali. Peut-être que cet élément-là. Parce que souvent, quand je compte nos autorités, oui, c'est l'OTAN, oui, c'est la France, mais jamais nos autorités ne pointent du doigt la responsabilité de l'Algérie. Même si la France voulait que l'Algérie avait dit non. Ce qu'on vit aujourd'hui, on n'allait pas le vivre. Donc, quand on accuse l'OTAN, quand on accuse la France, je vous en prie, il faut ajouter le nom de l'Algérie sur la liste. Je demande pardon. Choguel, comme toi, tu aimes bien ça, à cause de Dieu, faut pas oublier l'Algérie. C'est pas un bon voisin. C'est un voisin déstabilisateur. C'est un voisin terroriste. C'est un voisin raciste. L'Algérie. Je continue. Donc, c'est le service de renseignement militaire algérien, le service de renseignement extérieur militaire algérien qui a travaillé avec la DGSE pour permettre aux terroristes de venir dans le nord du Mali. Je mets n'importe quelle personne au défi de prouver que tout ce que je dis, c'est que c'est faux, c'est n'est que pure invention. Je mets n'importe quelle personne, si tu es né d'une femme et d'un homme, ancien spermatozoïde de futurs cadavres, si tu crois que tu as ces garçons, je te mets au défi. Apporte-moi la preuve que j'ai tort. Même l'Algérie même sait que ce que je dis là, elle ne peut pas démontrer que tout ce que c'est faux. L'Algérie même sait que ce que je dis est vrai. Quand je vous dis qu'il y a certains services de renseignement, quand ils sont en direct, ils viennent écouter. Je vous ai jamais dit le nom de l'Algérie, c'est pas ça. Ajoutez l'Algérie sur la liste désormais. C'est pas seulement les services de renseignement occidentaux. L'Algérie est dedans. La Côte d'Ivoire est dedans. Le Sénégal est dedans. Le Bénin est dedans. Quand je suis connecté, ils sont là. Et je sais que vous êtes là, vous m'écoutez. Prenez plaisir parce que je vais vous dépêcher tous, sans exception. Alors, voilà l'Algérie. Donc, pour bien comprendre ce que nous vivons aujourd'hui avec l'Algérie, ce sont les autorités militaires de l'Algérie, en complicité avec la DGSE. À l'époque, quand Sarkozy a tué Muammar Kadhafi, c'est eux, de connivence avec la France, ont permis aux terroristes de traverser l'Algérie avec armes et munitions, armes lourdes, pour venir s'attaquer au Mali. L'Algérie n'est pas le seul, pour ne pas dire la seule. Le Niger était dedans. Donc, une partie est passée par l'Algérie, l'autre est passée par le Niger, c'est le Tchad qui n'a pas voulu. Alors, l'Algérie et le Niger sont les deux responsables. Pas le Niger du général Thierry, je parle du Niger de ceux qui étaient là avant. Alors, maintenant, quand vous avez compris tout ça, ça c'est la première étape que je veux que tout le monde comprenne bien. Parce que pour comprendre ce qui se joue dans le nord du Mali, si vous vous limitez seulement au narratif, au terrorisme, oh bon, les femmes ont fait ça, les femmes ont fait ça, vous n'allez pas, oui, vous allez être content des performances de nos forces armées, ça c'est certain. Mais est-ce que vous allez comprendre grand chose dans ce qui se joue? Est-ce que, quel est, pourquoi? C'est des questions qu'on doit se poser. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Mais si vous ne remontez pas pour comprendre, d'abord, ceux qui ont permis, parce que l'Algérie est toujours dans la même posture. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. L'Algérie qui a permis, puisque aujourd'hui c'est l'Algérie seule qui doit mener ce combat. L'Algérie le menait à l'époque avec
le Niger de Bazoum. Vous avez même entendu Bazoum dire que les terroristes sont mieux équipés que nos forces armées. Vous avez entendu Bazoum même dire que Meneka va tomber. Vous avez entendu Bazoum même faire des prédictions. Ah! Alors, sur quelle base Bazoum faisait ces prédictions-là? Parce que Bazoum était en contact, un, avec le renseignement algérien, deux, avec la DGSE. Donc, puisque c'est eux qui soutenaient, qui appuyaient les terroristes, parce que très souvent, on dit, c'est la France qui finance, qui informe, qui équipe, qui renseigne et qui soutient le terrorisme. Mais c'est pas seulement la France. Je suis au regret, c'est pas seulement la France. L'Algérie le fait de façon très intelligente. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, avec ce qui s'est passé, de parler. Donc, ce que je veux dire n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà entendu. Vous avez entendu beaucoup de nos jeunes frères journalistes. Il y a deux particulièrement que je suis au Mali, Abdoul Niang et puis Iboussi. Donne-moi, j'ai ouvert une parenthèse. Tu vois, Iboussi, si vous connaissez Iboussi, moi je le connais, c'est mon jeune frère. À cause de Dieu, envoyez-moi, si vous voulez couper cette partie-là, puis envoyez à Iboussi. C'est d'accord, écoutez. Vous avez tous vu ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire ces temps-ci. Des gens qu'on présente comme des Maliens, qui ne sont pas des Maliens, qui manifestent pour dire qu'ils sont contre le fait que le Mali ait quitté la CEDEAO. Dieu merci, les véritables Maliens sont sortis et puis ils ont apporté la réponse. Ils disent non, ce n'est pas eux. Alors, Iboussi, tu vois, quand les gens t'appellent de la Côte d'Ivoire, et puis ils te disent, Akana Ouattara Dogare, Akana Ketane, Akana Douta, Akana Bota, Iboussi, quand on te dit tout ça, j'espère que tu commences à faire la part des choses. Quand Keïta vous dit, il ne rentre pas dans un jeu, vous allez trouver que Keïta il est trop gonflé, trop orgueilleux, c'est pas ça. Mais Dieu adore, et Dieu aime, et Dieu apprécie. Keïta s'affole, Dieu adore. Si tu, quand je dis adorer, si tu prends dans le sens humain, tu n'as rien compris. Parce que chaque fois qu'on dit Dieu, en tout cas, quand Keïta dit Dieu, ne le prend pas sur le, ne fait pas, je sais pas, si la compréhension est littérale, tu n'as rien compris. C'est pas une compréhension littérale. Ça veut dire que Dieu est fier. Il est content puisque lui-même dit. Parce que tu l'as dit chaud du froid, je te vomis. Alors, depuis quand vous avez vu Dieu vomir quelque chose, ou Dieu vomit quelque chose, mais pourtant sa parole dit vomit. Alors, est-ce qu'il faut prendre ça de façon littérale ou il faut prendre ça de façon spirituelle? Ou bien, c'est pas vrai? Allez-y, lire les écritures saintes de Dieu. Hein? Vous ne pouvez pas attaquer Keïta sur ça. Je vous ai tous dit, laissez ça. Alors, quand je dis, faisons attention, quand souvent j'interpelle mes jeunes frères, je dis, vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire telle que je la connais. Vous pouvez prétendre, vous pouvez vous taper la poitrine, vous causer parce que vous recevez certaines informations, mais même dans mon pire sommeil, ce que je peux dire, vous n'allez jamais pouvoir le dire dans la lucidité la plus absolue de votre personnalité. Je n'ai pas dit quelqu'un, mais tous ceux qui croient qu'ils connaissent la Côte d'Ivoire, dans mon pire sommeil, ce que je vais dire, vous n'allez jamais être capable de le dire dans votre plus grande lucidité. Parce que je connais trop ce pays. Je servis. Je connais. Quand j'ai dit à l'autre, j'ai dit, voilà, les Maliens qui sont là-bas, je suis plus ivoirien que tous les Maliens qui se disent Maliens en Côte d'Ivoire. Moi, je suis clair dans mes propos. Alors, voilà. Alors, vous comprenez, la dernière fois quand j'ai dit ça, les gens m'ont dit, voilà ça aujourd'hui. Ce sont ceux-là qui appellent certains ici pour leur donner des informations. Ce sont ceux-là qui disent aux gens ici, ah, bêta. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui se lèvent pour dire qu'ils sont contre le fait que le Mali décide de sortir de la CEDEAO. Dieu merci. Il y a une association, un groupement, une organisation de véritables Maliens qui sont sortis pour dire c'est faux. Alors, quand je dis aux gens ici, faites attention quand vous recevez les appels d'Abidjan. Je sais ce qui se joue là-bas.
vous n'avez aucune idée. J'étais dans l'appareil de l'État en Côte d'Ivoire. Vous allez me dire quoi que je ne sais pas. Alors, on va continuer. Alors, l'Algérie, aujourd'hui, juste le Mali récupère Kidal. Déception de l'Occident, déception des États-Unis, déception de l'Union européenne, puis déception de l'Algérie. L'Algérie qui aurait dû nous soutenir et nous accompagner. Alors, c'est qu'il y a, regardez bien le jeu dangereux de l'Algérie. L'Algérie, d'abord, condamne la prise de Kidal. Alors, moi, j'ai été étonné que comment l'Algérie qui a condamné la prise de Kidal par le Mali, que nos autorités ont accepté de recevoir des soi-disant officiels de l'armée algérienne ici à Bamako. Ça a été fait. Deuxièmement, l'Algérie reçoit, je veux qu'on m'écoute très bien, je vous en prie, l'Algérie reçoit les rebelles, les terroristes, les déstabilisateurs du Mali, l'Algérie les reçoit et roule le tapis rouge. Regardez, parce que le petit raté président pervers et pédé de la France, Macron, il avait dit quelque chose sur l'Algérie. Et l'Algérie a rappelé son ambassade et demandé que la France rappelle aussi son ambassadeur. Et ils ont, ça c'est sur le plan politique, parce que j'ai pris le temps d'abord de bien vous expliquer ce que l'Algérie là, c'est un État dans un État. L'armée algérienne est un État dans un État. Si vous oubliez ça, c'est que vous n'allez rien comprendre de la politique algérienne. Si vous voulez parler de l'Algérie comme un État normal, vous êtes à côté. L'armée algérienne est un État dans un État. C'est la même chose comme le Vatican en Italie. Le Vatican est un État dans un État en Italie. L'armée algérienne est un État dans un État. Et personne ne... Ce n'est pas officiel, mais dans les faits, c'est comme ça. Et aucun président, aucun ministre, aucun magistrat ne peut se permettre d'attaquer d'une certaine manière un officier supérieur de l'armée algérienne. Tu ne peux pas. L'armée algérienne, c'est un tabou. Tu ne peux pas toucher à ça. Tu es journaliste, tu parles de ça, le lendemain, tu disparais de la circulation. Il n'y a pas enquête. Il ne peut pas demander à personne. C'est ça l'Algérie. Si on perd de vue cette partie de l'Algérie, on ne pourra jamais comprendre ce qui se joue dans le Sahel. Je veux que vous compreniez ça bien. Alors, ici, l'Algérie a condamné la prise de Kidal. Tout le monde a vu ce communiqué surprenant de l'Algérie. Alors que l'Algérie a tenté, elle, à son niveau, de financer la guerre dans le Sahara occidental, le Front Polisario contre le Maroc. L'Algérie a échoué, le Maroc a frappé l'Algérie, le Maroc a frappé la Mauritanie, et le Maroc a mis la main sur le Front Polisario, c'est-à-dire le Sahara occidental. L'Algérie n'a jamais accepté ça. C'est pourquoi à un moment, j'avais fait une intervention. L'Algérie perd, le Maroc gagne. Donc, comme le Maroc a vu les bêtises de l'Algérie par rapport au Sahel, le Maroc tout de suite a fait appel au Sahel. Je veux qu'on travaille ensemble. Nous allons mettre nos ressources à votre disposition. Il faut sceller tout de suite un accord entre nos États et le Sahel. L'Algérie a perdu. Quand l'Algérie a vu ça, l'Algérie a tenté de vouloir récupérer, faire de la récupération, en envoyant des communiqués, en présentant des... On savait tous que c'était faux, c'était pas sincère. Aujourd'hui, à la frontière algérienne, le Mali a lancé des opérations de reconquête pour la totalité de ces 1 240 000 km². L'Algérie reçoit des terroristes. La France qui n'a plus de base de déstabilisation dans le Sahel, puisque avant, n'oubliez pas toujours pas qu'il t'appelle, je vous en prie, gardez toujours en esprit ce qu'il dit. Ok? Le Niger n'étant plus une base arrière. La zone des 3 frontières qui échappe désormais au contrôle de la France et de l'Algérie,
Désormais, cela revient de droit et de façon exclusive au Mali, au Burkina, au Niger, la zone de 3 frontières. Personne ne contrôle ça désormais, à l'exception de leurs États. Les opérations du Burkina, du Niger et du Mali aujourd'hui ont acculé les terroristes qui sont allés se cantonner dans la zone frontalière avec l'Algérie et même à l'intérieur de l'Algérie. Avant de venir à l'Algérie, écoutez très bien ce que nous sommes en train de dire ici. Ce n'est pas les ouah que vous écoutez à gauche, à droite. Écoutez s'il vous plaît. Lorsque Al Jazeera, la chaîne de télévision du Qatar, a montré que les terroristes rescapés blessés ont trouvé refuge où? À Mauritanie. Refuge et soins en Mauritanie. Après, il y a un village qui appartient au Mali. À l'époque, nous croyions tous que c'était un village mauritanien, ce qui était faux. Parce que la carte du Mali, vous avez vu que cette partie avait été coupée pour donner à la Mauritanie. Et quand Assimi est venu, il a fait ressortir toutes les cartes du Mali. Béni soit le président Assimi Goïta, gloire au président Assimi Goïta, béni soit les forces armées du Mali, les FAMA, gloire et honneur aux FAMA. Gloire et honneur à Sadio Kamara, le ministre de la Défense, un monsieur humble, à qui certainement on a même proposé le titre de ministre d'État. Il n'a pas certainement accepté. Ça n'a pas fait de vague parce que c'est un homme intègre. Gloire et honneur à Moribo Kone qui est le chef de notre renseignement malien. Merci infiniment à Moribo Kone. Ce sont la conjugaison de tous ces efforts qui ont permis au Mali de se rendre compte que cette partie où l'armée est rentrée, ça n'appartient pas à la Mauritanie mais au Mali. Quand les Mauritaniens sont venus, ils disent qu'on est rentré chez eux, on a fait ceci, cela. On dit même demain on va rater parce que c'est pas chez vous, c'est chez nous. On a sorti la carte. Ils ont fermé leur gueule puante, ils sont rentrés chez eux. Les esclavagistes qu'ils sont. Les Mauritaniens ont fermé leur sale gueule, ils sont partis parce que c'est pas leur territoire, c'est notre territoire. Gloire à Assimi Goïta. Quand des petits politiciens ratés, permettent, dévergonnés, déracinés, veulent s'attaquer à ce monsieur, que Dieu vous détruise, vous les politiciens, sans foi du loi, menteurs et criminels. C'est vous qui avez vendu ce pays-là. Vous n'avez pas honte. Quand un homme comme Assimi Goïta vient donner la gloire au Mali, vous voulez vous opposer à lui. On va vous briser tous. Un à un, politiquement, vous ne serez plus rien dans ce pays. J'ai pas fini avec vous encore les politiciens. Alors, vous comprenez comment Dieu est en train de faire un travail extraordinaire. Dieu d'abord nous a ramené le Niger pour mener le même combat que nous. Dieu nous permet de récupérer un territoire que la Mauritanie voulait voler. Maintenant, on a un seul combat, la frontière algérienne. On se concentre. J'ai écouté le narratif de l'ORTM. Ce qui s'est passé, c'est une planification. Sans le soutien de l'Algérie, jamais les terroristes n'allaient être capables de faire une telle chose. Et je vais faire tout pour, parce qu'il faut que vous écoutiez ça. Parce que moi, je voudrais bien. Ok, voilà, on va écouter. On va écouter, hein. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les femmes ont engagé depuis le 19 juillet 2024 une vaste opération de stabilisation dans les secteurs d'Inafarak et de Tizawaten. C'est dans ce cadre que les femmes ont pris le contrôle de la localité d'Inafarak située à 122 km au nord-est de Tessalit le 22 juillet 2024. Après Inafarak, le cap est mis sur Tizawaten, situé à 233 km au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne, et dans laquelle les GAT sévissaient contre la population civile avec des raquettes, des vols et le blocage des convois logistiques destinés à approvisionner les principales villes du nord. Le jeudi 25 juillet 2024, les FAMA rencontrent une première attaque terroriste. Leur vive réaction permet de repousser cette attaque et d'infliger de lourdes pertes humaines et matérielles à l'ennemi. L'ennemi affaibli était en débandade. Après ce premier échec des terroristes, les conditions météorologiques ont fortement influé sur la situation. Je m'arrête ici. Merci à toi. Ravissante, belle dame, journaliste de ORTM. Elle est belle, la dame, hein? Et arrêtez-la, elle est mariée. Alors, vous avez écouté.
La météo. Ah, Keïta. Météo, la météo. Vous voulez que je parle? Je m'arrête. Chacun n'a qu'à faire sans partage, sans partage. Puis on va commencer. Keïta, pourquoi? Hein? On va reprendre. On va, écoutez, partager, partager, sans. Je vous donne 1 minute chacun, sans partage. Les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Et très bientôt, on va mettre notre chaîne en place. C'est le média, ok? C'est pas Sahel TV, c'est Sahel Média. Mais il y aura le logo. J'attends vos propositions de logo. Jusque-là, j'ai pas encore reçu, hein. Donc, parce que quand j'ai mis mon logo, ne venez pas me dire, ah, Keita, tu aurais dû faire. Non, 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 je vous donne le choix. Si vous connaissez des gens qui sont vraiment bons en infographie, il faut leur dire, ok, le logo du Sahel Keita, ce sera Sahel Média. On va écouter la dame. On va réécouter ce qu'elle a dit. Était en débat d'onde. Après ce premier échec des terroristes, les conditions météorologiques ont fortement... Les conditions météorologiques. La météo. La météo. Je vous ramène. Lorsque Adolf Hitler voulait conquérir la Russie, il a fait une mauvaise planification sans tenir compte de l'évolution de la météo en Russie. Les Russes étaient contents, ils attendaient les Allemands. Quand la neige a commencé à tomber, les Allemands, sans que les Russes ne tirent une seule balle, tous les soldats allemands sont morts dans la neige. Ils n'ont jamais pu attaquer. C'est de ça que Donald Trump a parlé cette semaine. Il a dit que la Russie a vaincu Hitler. Vous avez vu ça, non? Donald Trump. Il dit, est-ce que l'Ukraine peut gagner un petit... La Russie, la personne n'a jamais gagné la Russie dans le monde. Les conditions de la météo. Les terroristes sont assez stupides pour ne pas réfléchir comme ça. Les terroristes sont assez idiots pour ne pas réfléchir comme ça. Il a fallu 2 conjugations de 2 services de renseignement. L'Algérie qui connaît la zone frontalière et la météo. L'Algérie a apporté son expertise aux terroristes. Je dis, ne vous attaquez pas au Mali. Tant que je suis vivant, Dieu me donnera toujours cette intelligence, cette compréhension facile et simple des choses compliquées pour les autres. Et puis développer. Vous avez mal choisi Algérie. Je demande à l'état-major de réfléchir un peu. L'état-major des forces armées du Mali. Je demande au service de renseignement extérieur du Mali, au service de renseignement militaire, de réfléchir un peu. Pourquoi cette attaque est à cette période précise? En ce moment-là, quelle météo nous avons au Mali, au Burkina? La pluie. La pluie. Avant de commencer le direct, j'ai vu qu'il y a des inondations au Burkina, il y a des voies qui ont été coupées au Mali aussi. Il y a, la pluie est en train de monter en puissance. Donc, à la frontière algérienne, quel genre de climat nous avions? Alors les terroristes, sous l'impulsion du renseignement algérien et français, mènent une première attaque contre nos forces, qui repose sur l'attaque. Et au regard de la météo qui subitement change, les terroristes tout de suite s'adaptent. Ils ont du renfort, ils s'organisent. Pendant ce temps, nos soldats ne peuvent pas avoir un renfort. Donc, ils reviennent en force, avec d'autres équipements, avec des drones. Et cette fois-ci, l'Algérie a montré son véritable visage, car les utilisateurs de drones dans ce combat précis, c'étaient des Ukrainiens qui ont été reçus, hébergés par l'Algérie. Donc, les drones qui nous ont attaqués, les drones de reconnaissance qui étaient pilotés par les Ukrainiens, c'est avec l'aide de l'Algérie.
Soyez le meilleur soldat au monde, avec la meilleure technologie militaire au monde. Si l'environnement est défavorable, vous allez subir des pertes. Ça, c'est le monde. Personne ne peut contre ça. Les soldats ne sont pas des demi-dieux, ce sont des êtres humains. Et il y a certaines conditions climatiques, la météo en est mot. Si ces conditions-là vous trouvent dans une certaine position, et en même temps l'ennemi décide de frapper, même si vous allez gagner ce combat, dans un premier temps, les premiers instants, vous allez perdre forcément des hommes. Ça, c'est inévitable. C'est ce qui est arrivé au Mali. Et la France, la presse française, les faux comptes dans nos pays, ils se sont donnés à cœur joie pour commencer à dire que les FAMA, il y a eu ceci, il y a eu cela. J'ai regardé. Si je vous ai dit que ça ne m'a pas fait mal, j'ai menti. Si je vous ai dit que je n'ai pas eu un pincement de cœur, j'ai menti. D'abord, ce sont des hommes qui ont perdu la vie, des Maliens. Alors, quand vous voyez les conditions météorologiques dans lesquelles ces hommes-là sont morts, et vous regardez certaines personnes au Mali s'attaquer comme ça à la transition, alors là, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire de même, mais moi, je sais ce que je peux faire par la grâce de Dieu. C'est indigne. Tous les politiciens maliens, et moi je ne comprends même pas pourquoi, on a levé le décret de suspension. On n'aurait jamais dû lever ça. Ce sont les premiers à s'attaquer à Assimi Goïta. Mais ici, on a perdu des hommes, des pères de famille, des amis, des voisins, des maris. Ah, ils ont porté tenue, ils ont juré, oui. Dieu merci, au moins ils ont décidé de donner leur vie pour que toi, le petit minable qui pense cela dans ta tête, tu puisses trouver la paix. Alors, Dieu merci, l'état-major a tiré toutes les leçons, ils ont dit. On va continuer d'écouter. Sur la situation, une nuit orageuse marquée par des tempêtes de sable dans la zone ont permis à la coalition terroriste de se réorganiser et de recevoir des renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région. Ainsi, le vendredi 26 juillet, Tous les groupes terroristes de la sous-région. Comment, en un temps record, ils ont pu se retrouver à la frontière algérienne. Prenons le temps aussi de décortiquer le communiqué de l'état-major et situer les responsabilités, pas au niveau du Mali, mais au niveau de l'Algérie. Ils sont venus peut-être du Tchad, en grand nombre, de l'Algérie elle-même, en tout cas pas du Niger ni du Burkina. Donc l'Algérie et le Tchad. Alors, les informations des terroristes, c'est tout simplement, réfléchissons un peu. On va décortiquer cette parenthèse là, rapidement de la belle dame de leur terre. Ici, il y a eu une première attaque que les FAMA ont repoussée. Les drones de surveillance. C'est pourquoi, une autre parenthèse encore, une parenthèse dans une parenthèse, j'ai toujours dit, nous avons des drones, il est important que nos drones puissent toujours précéder les mouvements de nos troupes. J'ai toujours dit ça. Personnellement, je l'ai toujours dit. Vous savez, on peut ne pas aimer les Américains. Mais
une telle situation aux États-Unis, si, avec les Américains, le chef d'état-major, sa tête risque de tomber, ou même le ministre de la Défense. Parce que quand vous avez des drones, c'est pour anticiper ce genre de choses. Les drones de surveillance permettent d'être à des kilomètres en avance sur l'évolution de, je sais pas, ça peut être un contingent, ça peut être un bataillon, en tout cas, puisqu'ils étaient en ratissage. Donc, logiquement, les drones dans les nuages, invisibles à l'œil nu, avec des caméras, peuvent dire tout de suite, attention, il y a un mouvement de troupes à tel ou tel. Le drone peut être stationné pendant des heures dans un rayon de 15, 20, je ne sais pas combien de kilomètres. En tout cas, pour nous dire attention, il y a ceci, il y a cela. Parce que les drones sont en haut, ils surveillent. Donc, le drone, sur chaque 5 kilomètres, le drone vous donne toutes les informations dont vous avez besoin. C'est un exemple que je donne. Sur chaque 5, 15, 20 kilomètres, le drone déjà, puisque toutes les images sont directement transmises dans les centres d'opération, traitées et remontées tout de suite au niveau de l'état-major qui coordonne le mouvement des troupes sur le terrain. Les drones constituent les yeux de l'armée. Et moi, personnellement, depuis l'attaque du bateau de Tombouctou, j'avais dit, attention, pourquoi nos éléments se déplacent sans le soutien des drones? Aujourd'hui, la guerre est telle que aucun pays ne prend le risque de mettre ses soldats sur la route sans qu'il y ait un drone de surveillance. Je suis étonné. À l'époque, quand le bateau Tombouctou a été attaqué, j'ai dit qu'il y ait une enquête interne. Est-ce que ça a été fait? Je ne sais pas. Je ne crois pas puisque on n'a rien dit. Deuxièmement, j'ai dit, mais comment? Puisque les renforts avaient été attaqués. J'ai dit, mais attendez, s'il y avait un drone qui accompagnait le renfort, est-ce que le drone n'allait pas détecter tout de suite des présences? Et puis, eux se préparent tout de suite, ils s'arrêtent, et puis ils arrêtent, ils prennent le... Regardez, je vais vous ramener à la guerre de choses d'Ukraine. Et vous savez pourquoi ces temps-ci la Russie est en train de gagner? Parce que la Russie utilise plus de drones que vous ne pouvez imaginer. La Russie n'utilise pas les drones de combat, les drones de kamikaze, les drones d'attaque, non, non, les drones de surveillance. Alors, chaque fois, vous voyez, on a tué 200 militaires, 50 mercenaires, des occidentaux, vous voyez tout ça. Hein? Mais posez-vous la question. Et il y a une chaîne, Eben Media, il dit toujours que les drones coordonnent les positions des militaires ukrainiens avec le centre d'opération. Tout de suite, ils ont les coordonnées et puis ils envoient les missiles dessus. Mais est-ce que le drone là ne peut pas donner les coordonnées? Si les drones constatent des mouvements de troupes, est-ce que, pas de troupes, si les drones constatent des mouvements hostiles, les drones peuvent donner tout de suite les coordonnées. À partir d'un point A, on envoie tout de suite des missiles là-bas. Alors, je demande à cause de Dieu aux forces armées du Mali, à cause de Dieu à l'état-major des forces armées, à cause de Dieu, on a des drones, s'il vous plaît, utilisez les drones pour minimiser le nombre de pertes en vie humaine. À cause de Dieu, ayake alakama, ay drone utilisé, ayake alakama. État-major, ayake alakama, ay drone utilisé, ay sabali, ay drone utilisé. Drone c'est qu'à 5 km, kilomètre duru tan mugan. Le drone fait faillir à bas jachi kata. Au yebala. Bebaye. Mais nous serons sous bebo alors que drone be sera sous bebo kata ou ta do fait mouiller. Mais drone sans koyo de ou. Kou blasera ou tatola a ay jota. Jugu be yefe. Ou ka position fle. Misil be flikata be kwa kutache. Avec continuer la kasserai. Maintenant, il faut que sur le soukang à botte ma bec à taber en pescaroula, ko jandaru ya daru ya, mais drone n'a pas éboué, ko drone n'a pas mara fait odi. Ka don fait beye, ka lajelike ka koloshilike, n'a faut que sur le soube bo ka ratissage que drone ka bofa, befe, ka sera ou la je. Li fait be drone qui va ramechi a attention, yoro la dibe dibe. Mais donc, ma ke drone bambolo, quand sur le soube fait ni betola, comment faire folie ka gelene?
Hein, monsieur les membres de... Vraiment, faites attention, enfin, faites pas attention, faites un effort, pardon, franchement, pour minimiser les pertes en vie de nos soldats. Les drones sont là pour ça. Les drones de surveillance sont ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Les drones peuvent donner tout de suite la position des terroristes, mais il faut utiliser les drones. Pourquoi la Russie gagne aujourd'hui cette guerre en Ukraine? C'est à cause des drones que la Russie utilise. C'est pas les drones de combat ou les drones kamikazes, mais les drones donnent les positions de l'armée ukrainienne ou des mercenaires. Tout de suite, les informations sont transmises et peut en avoir des missiles là-bas. C'est terminé. Pardonnez. Je vous en prie. Utilisons les drones pour surveiller. On a suffisamment de drones pour pouvoir accompagner les militaires dans leur patrouille de sécurisation de la reconquête du territoire. On peut le faire. Le Burkina aujourd'hui le fait. On a plus de drones que le Burkina. Si on a un problème de drone, on n'a qu'à demander au Burkina ou au Niger pour venir nous appuyer. On a besoin de... C'est pourquoi on a un état-major conjoint des 3 pays. Pourquoi on ne peut pas demander au Niger de nous envoyer des drones pour... On va en Algérie que les drones nigériens commencent à surveiller le temps que nos éléments arrivent. C'est cette collaboration qu'on attend. Alors donc, Algérie, à la frontière algérienne, après la première attaque, les drones de surveillance, parce qu'il y a des mercenaires ukrainiens qui sont hébergés en Algérie, qui sont en Algérie, qui ont été recrutés par l'Algérie. Ceux qui pilotent les drones des terroristes, ce sont des mercenaires ukrainiens que l'Algérie a recrutés pour aider les terroristes dans leur combat. Puisque nous, on ne veut pas utiliser les drones. Les terroristes utilisent les drones. Alors c'est en cela que ils ont joué et nous ont un peu piégés. Il faut être honnête de le dire. C'est pas les terroristes, mais c'est ceux qui donnent les informations aux terroristes, c'est-à-dire la DGSE et le renseignement militaire algérien. Ils ont fait de la provocation, une première attaque. Mais en réalité, nous on dit, la première attaque, on a repoussé avec vigueur. C'est pas ça. C'était pas ça. L'objectif, c'était pas ça. Ça, c'était d'abord la distraction. Les terroristes, toujours les premières attaques ne sont que éphémères. Quand les terroristes frappent une première fois, préparez-vous. Parce que c'est en général, la deuxième attaque est la plus meurtrière que la première. Les terroristes ne frappent jamais une seule fois. C'est pourquoi on dit, ils sont venus, on les a repoussés. Ils sont venus, ça c'est la première. Parce qu'ils ont eu une attaque encore d'envergure plus importante. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attaqué une première fois. Ils ont été repoussés. Ils ont vu la puissance de feu de notre armée. Les drones étaient là pour filmer la puissance de feu, le nombre de soldats, le nombre de véhicules, de blindés, tout ça, ils ont vu. Donc, puisque ces drones étaient pilotés par qui? Les drones étaient pilotés par des mercenaires ukrainiens, qui eux-mêmes sont logés directement ou en Algérie. Parce que les Algériens ne veulent pas prendre le risque d'espionner l'armée malienne au profit des terroristes. Donc, ils vont recruter des mercenaires ukrainiens, ils les mettent à la disposition des terroristes, ils filment, ils enregistrent, ils surveillent avec leurs drones. C'est en cela que ils ont pu voir tout de suite la composition des militaires maliens qui étaient à cette position. Ils ont vu que l'effectif n'était pas assez important, certainement. Les blindés n'étaient pas beaucoup. Et ils ont surtout vu qu'on n'avait pas de soutien aérien assez conséquent. Donc tout de suite, au regard des informations que le drone espion des mercenaires ukrainiens ont pu donner, donc tout de suite, l'Algérie a transmis l'information aux terroristes et ils ont encerclé l'armée. On va écouter. Oh là là. Attendez, je vais voir. Oh.
Alors donc, ils ont encerclé l'armée, les terroristes. Mais comment les terroristes sont parvenus à encercler l'armée? Ils connaissaient la position de l'armée. Ils savaient aussi que d'autres renforts ne seraient pas en mesure d'approcher, enfin d'atteindre le premier groupe. Puisque il y a un drone de surveillance des mercenaires ukrainiens qui était sur une certaine distance en arrière. C'est-à-dire que ils envoyaient des drones de surveillance dans le dos des militaires maliens. Donc c'est comme si maintenant on coupe les Maliens, l'armée malienne, enfin les militaires maliens autant pour moi, d'un éventuel soutien. Automatiquement ils sont encerclés. Les terroristes sont trop bêtes pour pouvoir planifier ça. Je le répète, les terroristes sont trop bêtes. Les terroristes qu'on arrête et qu'on vous montre à la télé, là, ils peuvent avoir intelligence pour travailler comme ça. Ça, c'est le renseignement seul qui peut faire ça. Seul le renseignement peut faire ça. Et un renseignement efficace. Il n'y a que la DGSE et le renseignement militaire algérien qui peuvent faire ça, pas les terroristes. Les drones ont permis aux terroristes de couper, d'aller se positionner à l'arrière des soldats maliens. De l'est à l'ouest, du sud au nord, ils sont venus, ils ont encerclé nos éléments, et ils les ont pris, comme on dit, en sandwich. Ils sont venus pour les étouffer. Malgré qu'ils n'avaient pas de renfort, malgré qu'ils étaient en nombre limité, ils ont pu se battre. Ils se sont battus jusqu'à ce qu'ils repoussent l'ennemi. C'est vrai, on a eu des pertes. Ce ne sert à rien de mentir, on a eu des pertes. Le communiqué le dit. Nous, on présente nos excuses. Je dis toujours excuses. Nos condoléances autant pour moi, aux familles des soldats qui sont tombés. Et nous encourageons vivement les forces armées du Mali, l'état-major, à se réorganiser et à reprendre. Peut-être que l'expression n'est pas trop juste, mais en tout cas, à apprendre des erreurs, parce qu'il faut toujours apprendre. Ce qui s'est passé, se réorganiser en fonction de ça. On a compris maintenant que ce n'est pas le terroriste là qu'on a chassé de Kidal. Ceux-là, ils utilisent la technologie intelligente dans leur agression. C'est-à-dire, on a vu dans ce combat-là l'utilisation de drones par les terroristes. Ce n'est pas seulement les terroristes. Les terroristes là, ils ne peuvent pas aller chercher ces gens-là pour venir. Non, c'est l'Algérie qui peut faire ça. C'est la DGSE qui peut faire ça. Puisque les Français sont en Ukraine pour apporter leur aide. Mais ce sont les mêmes Français qui vont les recruter. Les mercenaires ukrainiens qui sont dans le nord du Mali, là, à la frontière algérienne, vous croyez que qui les a fait venir? L'Algérie travaille toujours avec la France. Alors, si vous voulez croire que l'Algérie, politiquement, a un problème avec la France, c'est que vous n'avez rien compris de tout ce que j'ai dit. L'Algérie a un sérieux problème avec la France, ça c'est certain. Ça c'est clair. Mais l'armée algérienne n'a jamais eu de problème avec la France. L'armée algérienne a toujours travaillé de concert avec la France. Je vous ai dit que l'armée algérienne, c'est un État dans un État. Donc l'armée algérienne n'a aucun problème avec la France. Ce sont les politiciens qui ont un problème avec la France. Mais l'armée algérienne, c'est pas ça. L'armée algérienne continue de travailler avec la France. Alors, quand les éléments de la DGSE qui travaillent avec le renseignement militaire algérien, quand ils recrutent des mercenaires ukrainiens, ils les mettent à la disposition de l'Algérie pour que ceux-ci travaillent aux côtés des terroristes. Et c'est ce à quoi on a assisté. Parce que les terroristes ont développé une technique que seul le renseignement peut donner ça. Et ça, ce sont des informations qu'on donne en temps réel. Les terroristes ne peuvent pas s'adapter
à l'environnement hostile en temps réel. C'est pas possible. Ils ne connaissent pas ça. Je ne sous-aime pas l'intelligence des terroristes, mais c'est pas possible. Seuls des instructeurs, des informateurs, des encadreurs, des mercenaires, des services de renseignement peuvent les amener à planifier une telle attaque-là. Un petit terroriste idiot que nous voyons dans le Sahel, il ne peut pas faire ça. Il y a une connivence claire et nette avec l'État d'Algérie, les autorités algériennes. Ils sont de mèche, ils sont responsables. Des morts de nos soldats, je ne vois pas seulement les terroristes, mais je vois l'Algérie et la France. Alors que le Mali tire toutes les leçons. Arrêtons de nous blaguer, l'Algérie ne sera jamais un partenaire sincère et fiable. Les puits de pétrole algériens, les gaz et bien d'autres ressources naturelles, l'Algérie a la conscience nette que ces choses-là sont périssables. Ça veut dire que ça peut finir du jour au lendemain. Alors que l'Algérie, l'armée algérienne est entretenue par la vente du pétrole et du gaz algérien. L'armée algérienne mange beaucoup. Elle est beaucoup gourmande. Alors, est-ce que nous devons continuer à collaborer avec un État pareil? Quand je dis collaborer, je ne parle pas des relations diplomatiques, je ne parle pas des relations commerciales. Mais je parle du partage de l'information, du renseignement. J'ai vu que les Algériens sont venus au Mali et ils ont décidé de mettre en place une plateforme d'échange. Ah, tous les Maliens ont vu ça, moi je n'apprends rien à quelqu'un ici. Les Algériens sont venus ici. Ils ont travaillé avec nos autorités sur la communication militaire. Vous ne vous rappelez pas de ça aussi? C'est pas vrai. Les Algériens étaient ici. Ils ont échangé sur la communication militaire. Comment perfectionner, comment faire en sorte. Alors moi, je voudrais bien que ici, la DIRPA, c'est-à-dire que la cellule de communication de l'armée, quand elle nous dit, ah, l'Algérie nous avait prévenu. Est-ce que l'armée malienne peut dire aujourd'hui que de la manière dont ces terroristes se sont organisés à la frontière algérienne, que l'Algérie n'est pas au courant? L'Algérie était au courant. Mais pourquoi l'Algérie n'a pas transmis ces informations au Mali? L'Algérie attend que le Mali donne des informations, mais l'Algérie ne donne pas d'informations. Mais arrêtez, ça veut dire quoi ça? Pourquoi vous collaborez avec des gens comme ça, et puis nous après on va pleurer nos parents? Arrêtez ça, c'est pas bon. Je vous demande pardon. À cause de Dieu, arrêtez ça, c'est pas bon. On n'a pas besoin de l'Algérie. Et ça là, c'est une preuve à suffisance qu'on n'a pas besoin de l'Algérie. Parce que s'il y avait une collaboration sincère et honnête, l'Algérie aurait dû informer les femmes. Mais elle ne l'a pas fait. Attendez là, on va où là? On va où là? C'est pas cette Algérie là qui est venue au Mali ici pour dire qu'il faut renforcer le renseignement militaire. On les a présentés à la télévision, on l'a vu. Et même tous ces idiots qui viennent là, si ils les reçoivent. Ces bâtards d'Algériens là, on les reçoit ici. Ces maudits 1 million de fois, on les reçoit ici. J'espère que l'armée malienne prend conscience. J'espère que nos autorités prennent conscience. Moi, je ne suis pas une voix officielle. Mais que vous soyez d'accord ou pas, vous ne soyez pas d'accord. Quand je préviens, vous ne faites pas, vous allez voir. Algérie, là, j'ai prévenu. J'ai dit, arrêtons de se blaguer. L'Algérie n'est pas un partenaire fiable. Je l'ai dit ici. J'ai dit, ne les recevons plus. Ils sont pas bons, ils sont pas honnêtes. Ils viennent nous écouter, mais ils vont pas nous aider. Voilà la preuve qui est là. Que quelqu'un veut me dire que ce que je dis est faux? Attendez, je vais vous donner un exemple. Après l'attentat de Moscou, là, est-ce que vous n'avez pas entendu les Américains, les Européens dire que ils ont contacté le renseignement russe pour leur dire qu'il y a un coup d'État qui se préparait? C'est ce qu'on appelle partage d'informations. Quand il y a des attentats en Europe, est-ce que vous ne voyez pas le Maroc dire on avait intercepté les communications, on a envoyé un service de renseignement, mais ils n'ont pas pris au sérieux? Est-ce que l'Algérie peut dire qu'elle a informé le Mali? Est-ce que l'Algérie peut dire qu'elle n'est pas au courant des gens qui opèrent avec des drones à sa frontière, avec de tels armements? Est-ce que l'Algérie, vous voulez dédouaner l'Algérie? Ça, libre à vous.
Mais si vous continuez, vous devez expliquer aux parents des militaires qui meurent pourquoi ils meurent comme ça, alors que vous dites que vous avez un partenaire qui ne vous donne aucune information. Il va falloir que vous le dites tôt ou tard. Ou on arrête de travailler en Algérie, on prend nos responsabilités, ou tout simplement, on continue je sais pas, ce petit jeu-là que l'Algérie aime bien. Parce que c'est l'Algérie. Ce que vous ne savez pas, vous continuez ça, les parents des militaires vont commencer à se poser des questions. On a des drones, on ne sait pas pourquoi. Oui, le militaire, il a juré de donner sa vie pour la patrie, ça c'est certain. Mais comment vous allez expliquer à un petit garçon qui a perdu son papa, à qui on a dit on a des drones de surveillance, on peut surveiller. Il dit, mais s'il y a des drones de surveillance, comment mon papa est parti et puis les drones n'étaient pas là pour l'accompagner? Vous allez dire quoi à ce petit garçon qui va poser cette question? C'est pas bien. Moi, je suis contre ça. Ça fait combien de fois je me tue pour demander à nos autorités d'utiliser les drones chaque fois que nos militaires sortent, que les drones soient devant. On est dans une alliance avec le Niger et le Burkina. Si on a insuffisance de drones, pourquoi on ne peut pas demander au Burkina de nous prêter un drone par rapport à une telle mission? Au Niger, un drone par rapport à une telle mission. Pourquoi on doit continuer à compter nos morts alors qu'on peut éviter ça? J'ai du mal à comprendre. Si on a un état-major confédéré, Mali, Burkina, Niger, pourquoi dans cette patrouille-là, on n'est pas appuyé par l'aviation burkinabé ou l'aviation nigérienne? Pourquoi? Moi, ce sont des questions qui me laissent sans réponse. Nous sommes dans une confédération. Et la première étape de cette confédération, c'est l'entrée de sécurité. Le Mali est attaqué. Quand on va pour récupérer nos territoires, pourquoi le Burkina ne nous accompagne pas? Pourquoi le Niger ne nous accompagne pas? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Pourquoi ils ne nous accompagnent pas? L'Algérie, on peut accuser l'Algérie, c'est vrai. Mais quelle est notre part de responsabilité, nous, en tant que Sahéliens? On est dans une confédération. Si on a des drones qui sont en maintenance, on n'a pas suffisamment de drones pour couvrir toutes les opérations. Pourquoi l'état-major conjoint, on ne peut pas dire au Burkina, est-ce que vous avez des drones supplémentaires parce qu'on a des drones qui sont en maintenance, on a une patrouille, on a quelque chose à faire, est-ce qu'ils peuvent aller appuyer dessus? Où est-ce qui est compliqué ici? Après encore, l'Algérie. Alors, ce qui est dangereux dans ce qui se passe, c'est quoi? Quand nous, on travaille avec l'Algérie, on est dans une confédération. Voilà l'Algérie qui refuse de nous donner des informations qui pouvaient sauver des vies. Mais dans quel genre de relation vous voulez toujours avoir avec l'Algérie? Moi, je demande à nos autorités, quel genre de relation vous voulez qu'on ait toujours avec l'Algérie, alors que les informations que l'Algérie aurait pu nous donner, ces informations-là auraient pu encore sauver des vies. Pourquoi l'Algérie a fait la rétention? Pourquoi l'Algérie ne nous a rien dit? Pourquoi l'Algérie nous cache ces informations? Et elle prétend que nous sommes dans une coopération de renseignement, de partage d'informations. J'ai autant de questions. Je ne peux pas répondre à ces questions et je sais que l'autorité que vous êtes, vous m'écoutez, vous avez ces réponses. J'espère que vous pourrez peut-être un de ces jours donner ces réponses-là au peuple malien. Mais moi, je n'ai pas ces réponses. Parce que je suis dépassé par les événements, je suis dépassé par les faits. On ne doit pas accepter ça, on doit arrêter ça. Si on est dans une alliance, il faut qu'on travaille dans cette alliance. Il faut qu'on utilise toutes les ressources de cette alliance. Ça, c'est ma première chose. Deuxièmement, il faut écarter l'Algérie de toute collaboration et partage d'informations. C'est tout. Et il faut assumer pleinement notre responsabilité, notre souveraineté sur l'ensemble de notre territoire. C'est tout. Ça fait mal, mais l'Algérie est responsable. L'armée malienne, la première attaque de l'armée malienne, c'était pour tester notre capacité, parce qu'il y avait des drones de surveillance. Regardez. Et ils ont attendu, puisqu'ils avaient la météo avec eux. Quand nos soldats partaient, nos soldats n'ont pas fait, ils n'ont pas vérifié, et c'est ça aussi c'est important aussi que nos opérations militaires soient
accompagné par le service, le département national chargé de la météorologie au Mali. Si l'armée ne travaille pas avec la météorologie, la météo, c'est fini. C'est ce qui a tué Hitler. Si vous ne maîtrisez pas la météo, vous êtes mort. Alors, je lance un appel à l'état-major. Je vous demande pardon. C'est le petit que je suis que Dieu m'a permis d'avoir une certaine connaissance des choses. Je vous demande pardon, messieurs les hauts gradés de notre armée. À cause de Dieu, travaillez à la météo. Demandez à notre service national de la météorologie de vous donner des informations au quotidien sur l'évolution de la météo. En fonction de la météo, vous planifiez vos sorties, vous planifiez vos opérations, comme la tour de contrôle dans l'aéroport. Quand on regarde la météo dit ciel orageux. S'il y a un avion qui doit décoller, on dit tu peux pas décoller parce que le ciel là c'est pas bon. Si tu décolles c'est compliqué. Donc l'avion est cloué, il décolle pas. Mais pourquoi vous ne pouvez pas utiliser la météo dans les opérations militaires? Ah Allah, est-ce que ça aussi c'est compliqué? Ouais, Keita, toi tu aimes trop te montrer, tu te vantes, tu es orgueilleux. Merci. Au moins je donne conseil pour sauver des vies. Je donne conseil pour sauver des vies. Combien de fois n'ai-je pas demandé l'utilisation des drones? Est-ce que ça a été fait? Chacun peut tirer les leçons. Aujourd'hui, je viens encore avec une deuxième information. Utiliser la météo au service des forces armées. C'est tout. Si les militaires, oui, Sako, si les militaires, par exemple, ont des informations sur la météo et qu'il y a une attaque et qu'il faut une intervention urgente, on envoie tout de suite les drones. On envoie les drones pour bombarder les terroristes et tout. Si la météo fait que les militaires ne peuvent pas se déplacer, on envoie les météos, on envoie les drones, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut utiliser toutes les ressources, des choses appropriées, toutes les ressources utiles pour rendre nos opérations efficaces. Il faut utiliser toutes les ressources possibles. Vous avez écouté la belle dame tout à l'heure, elle a parlé de conditions météorologiques. Il est bon que nos opérations suivent l'évolution de la météo dans certaines zones. Qu'on leur dise à peu près. La météo n'est pas 100%. Ils sont en train d'attaquer, il n'est pas ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, bon, moi je demande à nos autorités d'utiliser plus la météo pour planifier les opérations militaires, pour avoir une idée sur les conditions météorologiques, pour aider nos soldats sur le terrain. Ça, c'est important. Et puis couper véritablement le pont sur le plan du renseignement militaire avec l'Algérie, parce que l'Algérie va jamais nous donner des informations qui vont nous permettre de neutraliser les terroristes. C'est même pas dans l'intérêt de l'Algérie. Parce que pourquoi l'Algérie permet ça? Ne l'oubliez pas. Je vais vous ramener en 2012. Quand Aya Sanogo a pris le pouvoir, et puis il y a eu cette vague de terroristes et de rebelles qui ont occupé le nord du Mali. À un moment donné, l'Algérie voulait s'opposer. Après avoir fait la bêtise, peut-être qu'elle a regretté, quand elle a tenté de fermer un peu, les terroristes sont allés, ils ont pris des otages dans, je sais pas trop où, là. L'Algérie, il y avait des, comment vous dites ça? Ah, j'ai oublié le nom de, mais en tout cas, les terroristes sont allés et puis ils ont pris des gens en otage là-bas. Ils ont fait sauter des, oh merde, les dépôts de carburant, les tuyaux, hein, comment on appelle ça? Je peux appeler les tuyaux de canalisation, mais en tout cas, ils sont allés, il y avait une usine quelque part dans le Sahel, là, ils ont fait sauter plein de choses dedans. Les terroristes,
Depuis là, l'Algérie a renoué avec eux et puis ils ont arrêté. Soit les terroristes les avaient attaqués. Il y avait un terroriste algérien, j'oublie son nom là. C'est lui, ce sont ces éléments. Quand ils ont pris, moi en ce moment, je n'étais pas en Afrique, j'étais toujours avec Donald Trump dans son pays. Donc, quand ils ont attaqué le gars là, l'Algérien, je crois qu'il a même, il a un œil qui a été cassé, quelque chose comme ça. Il a dit que ce sont ces hommes qui ont pris le contrôle de l'usine par rapport à l'Algérie, à la politique algérienne. Donc, ils ont fait plein de bêtises là-bas. Hein. Ils ont détruit plein de choses. Depuis là, c'est fini. L'Algérie, après, a redoué avec le gars. Ils l'ont laissé tranquille. Tous les terroristes, tous les rebelles, ils font des va-et-vient entre le Mali et l'Algérie. On leur pose plus question. Moi, je voudrais qu'on se rappelle cette époque-là. C'était en 2012, 2013, je sais pas, ou 2014, quelque chose comme ça. Mais c'était pas avec Ibeka, c'était avec Aya Saroudou. Alors, donc, moi, quand même, je suis un peu étonné qu'on puisse croire que l'Algérie est un partenaire sincère, un voisin sincère. Regardez la planification de ces deux attaques et comment on a été cerné. On provoque une première attaque, on affaiblit l'effectif, ok? La condition de la météo sont défavorables. Tout de suite, ils savent que par rapport à la météo, on ne peut pas, ni par les airs, ni par la route. Et si on a envoyé tout de suite du renfort, c'est par les airs. Ça, c'est plus rapide. C'est en quelques minutes. Et ils savent que la météo n'allait pas permettre ni aux hélicos, ni aux avions. Dans tout le cas, un avion ne pouvait pas parce qu'il faut atterrir. L'avion va atterrir où? Donc, normalement, c'était les hélicos qui pouvaient rapidement envoyer quelques éléments. Mais la météo était telle que les avions ne pouvaient pas. On ne peut pas faire décoller nos hélicos. La route aussi est beaucoup trop longue. Combien d'heures ils vont pouvoir arriver? Donc, les gens, ils ont planifié tout ça. Ils ont laissé l'armée malienne s'avancer jusqu'à un certain niveau. Et ils savent que entre cette position de l'armée et la base arrière, ils savent que quels que soient les renforts qui vont venir, ces renforts-là ne viendront jamais à temps. Ils ont étudié la météo. Ils ont tout étudié, ils ont tout planifié. Et ça, c'est pas les terroristes qui peuvent faire ça. Vous savez, la CIA, tous les présidents du monde savent que la CIA est la première organisation terroriste au monde, c'est la CIA. D'accord ou pas, c'est ça. Et la CIA a encouragé les autres services de renseignement. Si vous voulez trouver la paix, travaillez toujours avec les dealers de drogue et puis les terroristes. C'est ce qu'on a vu à l'Algérie, avec l'Algérie aujourd'hui. Ça, ce sont les services de renseignement qui ont travaillé, qui ont planifié. C'est pas des terroristes. Ça, c'est pas le travail des terroristes. Ça, c'est le travail du service de renseignement. La manière dont l'opération s'est passée, jusqu'au point d'être encerclé et subir cette perte lourde en vie humaine, aucun terroriste. Vous croyez que Ben Laden, quand il a attaqué les deux tours jumelles de New York aux États-Unis, vous croyez que Ben Laden a fait ça seul? Ben Laden n'a pas fait ça seul. Ben Laden c'est un produit fabriqué des États-Unis. C'est un produit. Et il sait que les Américains, rien ne peut les arrêter. Il faut toujours aller. Et c'est ainsi que le produit qu'ils ont fabriqué là, c'est le même produit qui est venu détruire chez eux, Ben Laden. Ces terroristes-là, avec ces mercenaires ukrainiens, c'est la conjugaison de deux services de renseignement, la DGSE et le renseignement algérien. On n'a même pas besoin de se fatiguer pour ça. Quand vous écoutez la dame parler, quand vous écoutez le communiqué de l'état-major, les conditions de la météo, et puis l'encerclement de nos forces armées pour engager le combat. Mais attendez, tout est synchronisé. On provoque une première attaque, on affaiblit la force en présence, on attend, la météo se dégrade, tout de suite le renfort est là, on encercle puisque les drones sont là pour surveiller et les drones donnent en temps réel la position des forces armées du Mali. Les drones donnent en temps réel. Donc les drones disent à 1, 2, 3, 4, 10 km, il n'y a personne en vue. Donc on s'est dit que pendant 5 heures ou 6 heures de combat, ils vont détruire et tuer autant de soldats. Il n'y aura pas le renfort, puisque les conditions de la météo ne permettent pas.
Tout ça, cette planification-là, c'est pas un duo de terroristes qui fait ça. Ça, ce sont les grosses têtes des services de renseignement algériens et français. Si on refuse ça, c'est que vraiment, on est plus que malhonnête. Si on refuse ça, c'est qu'on est malhonnête avec soi-même. Alors, de la même manière, les terroristes ont utilisé des drones pour nous attaquer. J'espère, je le souhaite, que nos autorités vont commencer à utiliser au maximum les drones. S'il faut commander des drones, je vous en prie, commandez des drones de surveillance. Au moins que toutes les opérations militaires soient accompagnées par des surveillances de drones pour éviter ce que nous avons vécu. Parce que si on avait cette surveillance-là, les drones de surveillance seront appuyés par les drones d'attaque. Parce que quand vous allez commencer, le temps de commencer à encercler les forces armées, mais les drones vont commencer à lâcher les missiles, ils n'ont plus le temps d'encercler. Donc il n'y avait pas de drone d'attaque, puisque les conditions dont on parle. Quand tu commences à entourer, le drone qui est en haut, il dit attention, vous êtes en train d'être entouré. Le drone pouvait dire tout de suite à nos soldats, on est en train de vous encercler. On est en train de vous encercler. On n'a pas acheté les drones pour, comme le président l'a dit lui-même, on ne l'a pas acheté pour décorer, on l'a acheté pour être utilisé. Il faut qu'on utilise nos drones. Je l'ai dit une fois, je le dis aujourd'hui encore. Les pertes ont été énormes dans nos cas. Je ne connais pas les chiffres. Chacun avance le chiffre qu'il veut. Mais je demande tout simplement à nos autorités de couper le pont avec l'Algérie sur la question du partage de renseignements. D'utiliser à fond nos drones de surveillance, si nécessaire, accompagnés de drones d'attaque. Et renforcer plus la coopération au sein de la Confédération. Que nos patrouilles pour sécuriser notre espace, que ce soit les 3 pays. C'est-à-dire s'il y a des patrouilles au Mali, que les patrouilles se fassent avec des Burkinabés et des Nigériens. S'il y a des patrouilles au Niger, que les patrouilles se fassent avec des Nigériens, des Burkinabés et des Maliens. On peut détacher dans tous les pays, on peut détacher par exemple, c'est l'exemple que je donne, on peut envoyer 1000 soldats burkinabés au Mali qui vont faire la rotation. Chaque fois s'il y a des opérations, ces 1000 soldats, ces commandos vont accompagner les Maliens. Les Maliens envoient 1000 au Niger, le Niger envoie 1000 au Burkina. Et on travaille de concert. Si on estime que on a besoin d'un drone et que nos drones ne sont pas disponibles, on demande au Niger ou au Burkina de nous envoyer des drones parce qu'on va en opération de reconquête. Ouais. C'est comme ça que moi j'ai compris notre alliance sécuritaire. Mais si ce n'est pas ça, vraiment là que je ne comprends rien encore, c'est que je ne sais pas ce que c'est. Parce que je suis même étonné que chaque fois, ce sont les formats, parce qu'on regarde, hein. Moi jusque-là, je n'ai pas, ça existe, mais je parle de moi. Donc je peux me tromper. Pour le moment, je n'ai pas encore vu une patrouille mixte des 3 États en train de massacrer les terroristes dans le pays. Je n'ai pas encore vu. Peut-être que ça s'est fait, je n'ai pas encore vu. Alors si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce qu'on attend?